Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la seconde des émissions que nous consacrons à l'éducation. Nous avons pu voir la semaine dernière quelle était la vision bouddhiste de ce sujet si important. Nous allons tenter d'envisager ce matin, plus concrètement, quelles peuvent être les structures mises en place aujourd'hui en Occident. Comment orienter alors l'éducation sur les valeurs du bouddhisme? Quel type de formation existe-t-il pour les enseignants, mais aussi les parents? Quel peut être le rôle joué par l'attention au corps, aux pensées et aux émotions? Nous retrouvons pour en parler nos deux invités. Olivier Rorich, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de Rigpa France, que vous pratiquez le bouddhisme depuis 30 ans et que vous êtes le traducteur personnel de Sogyal Rinpoché. Vous êtes par ailleurs enseignant en mathématiques aux classes préparatoires des grandes écoles. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Vinciane Rycroft, bonjour. Alors, vous êtes quant à vous la cofondatrice de l'association internationale Mind with Heart et vous pratiquez le bouddhisme depuis 15 ans. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'examiner plus précisément en quoi consistent les structures présentes en Occident pour justement diffuser ces valeurs du bouddhisme à travers l'éducation, est-ce que vous pouvez nous parler, Olivier Rorich, de la manière dont l'éducation est envisagée dans la culture tibétaine? Disons que dans les sociétés traditionnelles tibétaines, eh bien, l'enfant était élevé par toute une famille, une grande famille, et donc l'enfant était soutenu et aimé de façon vraiment inconditionnelle par un grand nombre, par tout le clan familial. Et ça lui donnait une psychologie très saine, parce qu'en fait, il avait confiance en lui, il se sentait soutenu, et il avait bénéficié de ce soutien inconditionnel. Alors que chez nous, en Occident, souvent, très souvent, l'enfant, en fait, l'amour est conditionnel. Et donc, les éducateurs eux-mêmes, quelquefois, sont dans l'insécurité émotionnellement. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'ils transmettent, c'est souvent une grande fragilité au niveau émotionnel et au niveau de la confiance en soi. Et ça, c'est vraiment on peut dire peut-être un des problèmes spécifiques à l'Occident. Oui, parce que donc, l'enfant a peur de ne pas être aimé s'il fait une bêtise, c'est ça? Et pas seulement l'enfant, mais l'adulte après. Regardez à quel point, quelquefois, les relations sont difficiles, les relations amoureuses ou les relations professionnelles, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être abandonné. Et tout ça, ça conditionne énormément de comportements très, très névrotiques, finalement, dans l'âge adulte. Est-ce que vous pensez que la crise que l'on connaît aujourd'hui en Occident, notamment avec les adolescents, c'est dû à un manque de repères, de limites, contrairement peut-être justement aux civilisations plus orientales? Moi, je pense que vraiment, à notre époque, ce qui est très important, c'est un cadre très défini, une structure très définie, pour donner des repères. Mais à l'intérieur de cette structure, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de chaleur. Et ça, je pense que un des plus grands problèmes qu'on a à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est qu'on a souvent un projet sur l'enfant. On veut qu'il soit comme ça, on le pousse à être comme ça, plus ou moins subtilement. On a beaucoup de théories, quelquefois sur l'éducation d'ailleurs, beaucoup de théories psychologiques, éducatives, etc. Là où il faudrait plus d'empathie, et je dirais plus d'espace. Et c'est ainsi qu'on pourrait vraiment être approprié à la vraie situation, plutôt que de plaquer finalement des modèles qui créent une pression sur l'enfant et qui font qu'il essaye d'être comme on veut qu'il soit. Et en fait, ça lui crée une pression et ça nuit à la croissance de ses qualités. Alors, Vinciane Rycroft, est-ce qu'il existe des structures présentes déjà en Occident et plus particulièrement en France pour justement former les éducateurs à diffuser ces valeurs du bouddhisme? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle de valeurs du bouddhisme, mais en fait, ces qualités de paix intérieure, de paix mentale dont on parle, cette capacité juste de se poser, d'être présent à soi-même, présent à l'autre, ce sont vraiment des principes universels, d'accord, qui dépassent une tradition ou une autre. Donc en fait, en France, dans le milieu éducatif, on commence à voir quelques projets qui pointent le bout de leur nez. C'est surtout, bien entendu, aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays du nord de l'Europe, qu'on retrouve de tels projets. Par contre, dans le milieu médical, en France et au niveau international, il y a de nombreuses personnes, dont Jon Kabat-Zinn, qui ont pris toute une série des outils qu'offre la tradition bouddhiste pour donc déposer notre esprit et porter cette attention à soi et à l'autre, qui en ont fait un protocole. Et ce protocole, qui s'appelle MBSR ou Mindfulness, pleine conscience. Voilà, ou pleine conscience, exactement, est utilisé par des professionnels dans le milieu médical, à la fois pour soulager la souffrance quand elle est
quand elle est utilisée par les patients, mais aussi pour aider le personnel médical à être plus présent, à être plus en empathie avec les patients. Très bien. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces outils peuvent être tout aussi bénéfiques dans le domaine éducatif. Alors justement, est-ce qu'il existe aujourd'hui des formations pour les enseignants, les éducateurs dans ce cadre-là? Alors en France, à ma connaissance, pour l'instant, il y en a une qui vient tout juste de paraître. L'association éducative que j'ai cofondée avec d'autres éducateurs il y a maintenant 3 ans et qui est basée en Angleterre, commence également à travailler en France. Nous travaillons également en Australie, en Irlande, en Angleterre. Donc c'est vraiment le tout début en France d'un mouvement pour que ces principes aient plus de place dans le milieu éducatif. Alors Olivier Rory, je le disais en vous présentant, vous êtes également enseignant. Quels outils concrets est-ce que vous donnez à vos élèves justement pour essayer de s'apaiser, de mieux gérer le stress, entre autres? Disons que moi j'ai des étudiants qui ont une vingtaine d'années et quand je les vois, je pense toujours à cette parole du Bouddha qui disait « vigilant, vigilant, cependant détendu, détendu ». Et en fait, c'est ce qu'on demande, en fait, idéalement. C'est d'être vraiment présent, d'être vraiment vigilant, de ne pas être distrait, mais en même temps, une qualité d'espace. Mais pour que ça soit possible, en fait, c'est l'atmosphère que j'essaye de mettre aussi dans mes cours. Mais aussi, pour que ça soit possible, il faut que les étudiants apprennent à avoir des espaces de ressourcement, à avoir des loisirs nourrissants, des temps de détente profonde, de vacances au singulier, c'est un espace de vide où il ne se passe rien, où on peut se poser. Et beaucoup trop souvent, ce qu'on appelle loisir dans notre société, en fait, c'est plus d'agitation, plus de perturbations émotionnelles. Ça empêche de dormir, ça fatigue. Et donc, apprendre à se ressourcer pour trouver cette qualité, vous voyez, à la fois spacieuse, détendue, et en même temps, on est pleinement là. Et à ce moment-là, on peut faire beaucoup de travail en peu de temps. Et en réalité, les choses coulent beaucoup plus facilement. Voilà. C'est ce vers quoi on tend, mais c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de pression sur les étudiants à l'heure actuelle. Bien sûr. Et alors vous-même, Vinciane Ricroft, quels outils est-ce que vous donnez justement aux personnes que vous rencontrez? Alors notre travail porte d'abord sur la formation des éducateurs, des professeurs. Parce que comme on le disait la semaine dernière, c'est vraiment important de commencer par apprendre à prendre soin de soi-même avant de pouvoir prendre soin des autres. Et donc les formations, ce sont des formations qui étudient la relation entre le savoir-être, l'intelligence émotionnelle et sociale, et puis les implications dans l'apprentissage. Donc par exemple, pour un professeur, c'est très important d'apprendre à être présent. C'est ce que les jeunes et les enfants attendent de nous. Ils attendent une véritable présence, une attention non distraite. Et donc, avec ces pratiques d'attention, c'est ce que l'on apprend à cultiver. Donc ça, c'est une première étape pour les éducateurs. Donc, effectivement, on vient de parler des éducateurs, mais qu'est-ce qu'il en est des parents? Est-ce qu'on peut donner aussi quelques conseils pour ces parents? Alors les parents, ils ont beaucoup de choix parce que voilà, ils sont en dehors d'un système éducatif formel. Ils ont beaucoup de choix. Une pratique qui est particulièrement bénéfique aux parents, c'est une pratique de l'amour bienveillant, c'est-à-dire une pratique où vraiment on apprend à se donner à soi-même, à porter sur soi-même un regard inconditionnel. Voilà, c'est-à-dire au-delà, quelles que soient les difficultés dans la vie, porter ce regard bienveillant, sans jugement, sur ce qui s'élève. Quelles seraient les autres clés que vous donneriez, Olivier Rory? Moi, je dirais qu'il y a une question de sécurité fondamentale. Comme on le disait la semaine dernière, je crois que le noyau vraiment de la souffrance, c'est l'insécurité à notre époque. Et vraiment arriver à se poser et à trouver un espace de sécurité où on peut être simplement. Simplement être quelques minutes dans l'instant présent, sans être complètement pris par les soucis du futur, les angoisses du passé. Ça, c'est vraiment une des choses fondamentales pour notre époque. Et si on peut trouver... Moi, je vois quand j'anime des retraites, des week-ends, il y a beaucoup de parents, d'éducateurs qui viennent à ces événements et ils trouvent un espace où ils peuvent vraiment se poser et retrouver une confiance dans leur état d'être. Et à partir de là, quand ils repartent, ils sentent
naturellement que toutes ces qualités, en fait, ils vont les transmettre là où ils sont, partout dans leur milieu familial, professionnel. Ça va se faire naturellement parce qu'ils ont retrouvé le contact profond avec eux-mêmes et donc avec le monde. Alors Vinciane Rycroft, vous êtes également bien évidemment souvent en contact avec les enfants, les adolescents. Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux? Qu'est-ce que vous ressentez de leurs attentes? Alors, je travaille en particulier avec les adolescents. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est de comprendre comment fonctionne notre esprit. Parce que, par exemple, je leur pose la question de savoir, voilà, depuis ce matin, quand vous êtes levé, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors à ce moment-là, donc on peut avoir effectivement toutes sortes d'histoires. Et il y a toujours quelqu'un dans le groupe, parce qu'il y a toujours des enfants qu'on qualifie soi-disant d'ayant des problèmes de comportement, qui disent, oui, mais alors moi, le problème, j'ai vraiment un problème très très grave, c'est que je ne contrôle absolument pas mon esprit. Donc on en revient toujours à cette pratique de l'attention finalement, hein. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces enfants pensent qu'ils sont les seuls à ne pas savoir contrôler leur esprit. Et là, ce qui arrive comme une très bonne nouvelle pour eux, c'est qu'en fait, c'est juste la nature de l'esprit humain, voilà, de vagabonder, d'être complètement incontrôlable. Et donc, ils sont absolument pas, ils n'ont pas besoin de se considérer comme étant étranges. Et donc, il y a vraiment un moment clé pour eux à ce moment-là, dans la prise de confiance en soi. Et à partir de ce moment-là, ils sont intéressés par les outils qui vont les aider à déposer leur esprit. Alors, pour conclure, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire finalement que le bouddhisme est une éducation en soi, plus qu'une philosophie ou une religion? J'ai envie de dire qu'en fait, le bouddhisme tout entier est une éducation et qu'on est tous en train d'apprendre dans la vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. Dans le zen, il y a une parole qui dit « esprit zen, esprit de débutant ». J'aime beaucoup cette parole parce que si on peut être toujours débutant dans la vie… Oui, c'est une remise en question permanente. C'est une remise en question et aussi un esprit neuf, un esprit frais, et où l'empathie peut vraiment se produire sans qu'il y ait justement tout un arsenal de théories qui viennent faire écran avec la spontanéité de la rencontre avec l'autre. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément capital de l'éducation, mais aussi, en un mot, je dirais, prendre soin de soi-même pour prendre soin des autres. Toujours ne jamais se négliger soi-même sous prétexte qu'on a beaucoup de responsabilités, de devoirs. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de s'aimer soi-même, de prendre du temps avec nous-mêmes pour vraiment retrouver un bonheur naturel, un bien-être naturel qu'on va ensuite pouvoir transmettre à autrui. Et ça, je pense que c'est le chemin de toute une vie. Et c'est ce que le bouddhisme peut proposer. Un mot pour conclure, Vinciane Rycroft. Je pense que c'est vraiment intéressant de donner un espace aux jeunes pour apprendre à se poser des questions. Et surtout la question de, pour moi, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le succès? Quelle place ont les autres dans ce bonheur et dans ce succès? Est-ce que tout ce dont j'ai envie de façon temporaire va m'apporter le bonheur que je recherche? Ou est-ce que c'est une question d'état d'esprit? Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus nous accompagner durant ces 2 émissions. Merci. Merci. Si vous désirez approfondir ce sujet, voici une petite sélection d'ouvrages que nous vous proposons. Mindfulness, la pleine conscience pour les ados, chez Debug, de David de Wulf. S'occuper de soi et de ses enfants dans le calme, de Sarah Naftali, chez Payot. Être parent aujourd'hui, amour, bon sens, logique, d'Alain Braconnier, publié chez Odile Jacob. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.